Ce livre, effectivement, est le troisième volet d'une réflexion sur les mutations contemporaines de la démocratie. Il y a trois dimensions dans la démocratie. La démocratie, c'est d'abord un régime et un ensemble d'institutions. Et j'ai écrit La légitimité démocratique pour réfléchir aux mutations du régime démocratique proprement dit, des institutions, en faisant un constat fondamental, c'est que les institutions électorales représentatives, fondées sur le principe de majorité, ne suffisent plus aujourd'hui à assurer la légitimité d'un pouvoir. Car la majorité, c'est une fiction, en quelque sorte, de la généralité de la société. Mais la majorité n'est toujours que la majorité. Donc il faut que la démocratie puisse, pour être légitime, s'appuyer sur d'autres types d'institutions que les institutions majoritaires. Et par exemple, il y a notamment deux types d'institutions qui représentent une autre façon de concevoir la généralité démocratique. À côté de cette, on pourrait dire, approche de la généralité qui est le principe de majorité, il y a des institutions qui essaient d'incarner le principe d'impartialité. C'est-à-dire, non pas le pouvoir du peuple, mais le fait qu'il y ait des institutions dont personne ne puisse se rendre propriétaire. Et donc, ce principe d'impartialité, c'est un certain nombre d'autorités indépendantes, par exemple. Et bien sûr, il faut discuter leur mode de composition, leur rôle. Mais c'est l'idée que la démocratie n'est pas simplement remplir un pouvoir, que c'est aussi mettre en place des institutions sur lesquelles aucun parti, aucun groupe particulier ne peut mettre la main. Alors que la majorité met en place un groupe particulier dans la société, même si c'est le plus large. Et puis que grande évolution des sociétés démocratiques, c'est aussi le fait qu'il y a un jeu entre les différentes définitions de la volonté générale. La volonté générale, c'est évidemment ce qui sort des urnes, parce que s'il y a une seule chose qui est indiscutable en démocratie, c'est que 51 est supérieur à 49. Mais il y a aussi, si on peut dire, une mémoire de la volonté générale. Et cette mémoire de la volonté générale, ce sont les principes fondateurs sur lesquels sont organisées la société. Et ces principes fondateurs, ils sont rappelés par la Constitution. Donc, de plus en plus dans les démocraties, il y a un jeu entre, on pourrait dire, le pouvoir immédiat des urnes et la mémoire du pouvoir populaire qui est inscrite dans la Constitution. Les deux phénomènes sont liés. Et pour le comprendre, il faut comprendre comment s'est fait la première rupture avec le capitalisme sauvage du XIXe siècle. Car, à certains égards, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une forme de retour au XIXe siècle. Le retour au XIXe siècle, c'est-à-dire le retour dans une situation dans laquelle les écarts de patrimoine finissent par constituer des catégories sociales séparées. Et même à un niveau limité, nous en voyons la trace dans notre société à travers ce qui a été l'inflation immobilière depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est en train de se construire dans la société française deux catégories de gens. Ceux qui ont pu à un moment donné accéder à la propriété et ceux qui n'y accéderont jamais. Et ceux qui, d'un certain point de vue, paieront des loyers à ceux qui ont pu accéder ou dont les enfants ont pu accéder ou les parents accéder à la propriété autrefois. Donc, si on veut comprendre le grand retournement des années 80, il faut comprendre la grande rupture avec le capitalisme sauvage de la fin du XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'était un siècle d'inégalités galopantes, de différences de patrimoine galopantes, et comment il y a eu une rupture avec cette situation-là? Il y a eu trois facteurs. Un premier facteur, c'est tout simplement ce que j'appelais le réformisme de la peur. C'est-à-dire que la fin du XIXe siècle, c'est les partis socialistes qui commencent à se former avec le suffrage universel. Le suffrage universel, en Angleterre, il commence à s'universaliser dans les années 80, mais il n'est vraiment universalisé qu'après la Première Guerre mondiale. En Allemagne, c'est la même chose, avec la République de Weimar, que le suffrage universel est universalisé. Et donc, cette montée en puissance progressive des mouvements socialistes, avec l'organisation des syndicats, l'organisation du mouvement ouvrier, a créé une sorte de grande peur dans les milieux conservateurs. Et cette grande peur dans les milieux conservateurs, elle s'est traduite par le mot d'ordre de Bismarck: si nous voulons éviter une révolution sociale à l'avenir, il faut procéder
à des réformes sociales et à des réformes fiscales. D'où l'invention du système de retraite, par exemple. D'où l'invention du système de retraite, de l'État-providence et de tous les systèmes d'assurance maladie que Bismarck a mis en place dans les années 80. Donc le réformisme de la peur, il a joué un rôle très important partout en Europe et aux États-Unis, surtout après la Première Guerre mondiale et la Révolution de 1917. Car à ce moment-là, le spectre du communisme est devenu, voyons la façon dont le gaullisme l'a traité longtemps en France, en disant il faut être social si l'on veut éviter que le pays devienne communiste. Bon, c'était ce réformisme de la peur, il a joué historiquement une sorte de rôle très important dans les sociétés occidentales. Un deuxième facteur, et c'est ce qui explique qu'à peu près partout, par exemple, l'assurance contre les accidents du travail, elle s'est mise en place partout en Europe en 3 ans, dans les années 1890, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Belgique, presque partout. Les premiers éléments de protection collective du travail, avec l'adoption de systèmes de conventions collectives, se mettent presque partout en Europe dans les 3-4 ans qui suivent la Première Guerre mondiale. Les systèmes d'assurance maladie ou d'assurance chômage se mettent aussi, eux, en place en une vingtaine d'années, presque partout. Donc c'était extrêmement rapide. Extrêmement rapide aussi parce qu'il y a un deuxième facteur. À côté du réformisme de la peur, il y a eu un deuxième facteur, c'était ce que j'appelle l'esprit des tranchées. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale a joué un rôle fondamental dans la transformation de nos sociétés. Il ne faut pas oublier qu'avec les millions de morts qu'il y a eu le sentiment qu'au fond, c'était expérimenter un nouveau rapport des gens entre eux dans la guerre. L'émancipation passe aussi par la compréhension. C'est-à-dire quand on vit dans un monde dans lequel on n'a pas pris sur la réalité. Et ne pas avoir pris sur la réalité, ça n'est pas simplement parce qu'on est impuissant, c'est aussi parce qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on vit. Et je pense que c'est ça que peuvent apporter les universitaires que nous sommes un certain nombre ici à être, c'est contribuer justement à rendre le monde appropriable. Et rendre le monde appropriable, c'est justement faire qu'on ne le subisse plus comme quelque chose d'opaque, ou qu'on ne le subisse plus en imaginant que ce sont simplement des forces du mal, des forces de la manipulation ou des complots souterrains qui l'animent, mais en comprendre les ressorts à travers, je dirais, l'analyse des sciences sociales ou l'analyse